Sous Jérusalem, des tunnels oubliés révèlent un cube de métal impossible, des galeries taillées avant l'ère chrétienne et des traces d'antimatière. Ce que l'Église a scellé en 1963 n'est pas un trésor, mais une technologie qui défie la physique. Hola, bienvenue sur Horizon Interdit, où nous déchirons le voile. Installe-toi, car chaque pierre que nous allons montrer contredit l'histoire qu'on t'a contée. Si tu oses remonter le fil, abonne-toi. Le prochain secret pourrait être le dernier. Je me souviens de la texture exacte de la brume d'acide chlorhydrique qui flottait dans le puits. Elle piquait la gorge comme du verre pilé. Et pourtant, je ne pouvais détacher mes yeux de l'objet que je tenais à bout de bras. Ganté de néoprène triple épaisseur. Un cube. 15 cm d'arête. D'un gris métallique si profond qu'il semblait absorber la lumière de nos lampes à arc. Aucune ombre réelle, juste un trou rectangulaire dans l'air. Le technicien israélien à mes côtés, je l'appellerai Udi pour protéger son identité, murmura d'une voix blanche « C'est pas de l'or, c'est pas du cuivre, et ça ne rouille pas. » 17 heures plus tôt, nous avions dégagé la dernière assise de calcaire du mur ouest du tunnel de Warren. Ce boyau secret que l'armée britannique avait commencé en 1967 et que personne n'avait osé reprendre. Le cube était là, enfoui dans un socle de béton géopolymère vieux de... Eh bien, nous allions bientôt comprendre que « vieux » est un mot faible. Je le fis passer au scanner portable. L'écran afficha des lignes aussi fines que des cheveux d'ange, entrelacés en motifs hexagonaux parfaits, des circuits imprimés au laser. Je plaisante à peine. La largeur des traces était de 0,12 microns, soit la moitié du procédé gravé en 2023 par TSMC. Seul problème, le scanner C14 datait le béton entourant le cube de 2850 ans, plus 40. Le roi Salomon n'avait pas de clean room, ni de lithographie UV. J'entendis mon propre cœur cogner contre mes tympans, un bruit de tambour de bronze. Il y a des moments où le cerveau refuse le récit qu'on lui propose. C'était l'un d'eux. Nous remontâmes le bloc à la surface, à l'abri des regards. J'enroulai le cube dans 3 feuilles de plomb, puis dans un drap de Kevlar, comme on enveloppe un bébé mort-né. Le soleil de Jérusalem cognait sur les épaules, mais je grelottais. Udi alluma une clope, main tremblante. « Tu sais ce que c'est ?» Je secouai la tête. Je savais seulement ce que ce n'était pas. Un artefact hasmonéen, un trésor perse, un ex-veau romain. Les couches stratigraphiques étaient claires. Sous le dallage du Second Temple, sous même les fondations de l'époque du roi Salomon, 9e siècle avec JBC, le cube reposait dans sa gangue artificielle. En dessous, du vide absolu, une cavité rectiligne de 1,40 cœur de côté, aux parois, lisse comme du verre, orientée au 10e de degré vers l'azimut 26,2 degrés. L'axe exact du temple, mais aussi l'angle du sarcophage de la Grande Pyramide. Coïncidence ? Les maths n'aiment pas les coïncidences. Le soir, dans la caravane laboratoire, je branchai une microsonde sur la face supérieure. Le cube réagit. Un frémissement, presque un soupir, puis une vibration si basse qu'elle ressemblait à un grondement de distorsion électrique. Les diodes de l'oscilloscope dansèrent. Pas de batterie, pas de circuit fermé, juste ce réseau de lignes gravées qui soudain s'illumina de l'intérieur. Comme si l'énergie circulait dans des veines de photons. Le spectrogramme afficha un pic net à 1618 THz. La fréquence dite spirale d'or que les ingénieurs de la DARPA explorent pour les communications 6G. Je dus m'asseoir. Mes jambes n'étaient plus des jambes, mais de la gélatine saline. Le lendemain, je convoquai Rivka, une physicienne des particules de l'université hébraïque. Elle apporta un spectromètre Raman portable. Quand le faisceau laser frappa le cube, la lumière diffusée revint verte. Pas la teinte verdâtre du cuivre, non. Un vert émeraude pur, sans raie spectrale, comme si la matière absorbait toutes les longueurs d'onde et recrachait une couleur qui n'existait pas. Rivka ôta ses lunettes, les essuya, les remit. C'est impossible. Je lui montrai les circuits. Elle pâlit encore plus. Ce n'est pas gravé, c'est auto-assemblé. Tu as des chaînes carbonées qui forment des transistors atomiques. C'est vivant. Le mot tomba dans la pièce comme un bloc de plomb. Vivant. Un métal qui respire, qui pense.
Je passais la nuit à dessiner les motifs. Hexagone à l'intérieur d'hexagone, répétés selon une périodicité de 1610 mm. Encore ce nombre. Les segments mesuraient exactement 184 mm, multiples entiers de la constante de Planck réduite. Quelqu'un, quelque chose, avait codé la physique fondamentale dans la géométrie d'un cube. J'eus la vision d'une main ou d'un tentacule, posant ce petit objet comme on plante une graine. Une graine de quoi ? Je repensais aux légendes rabbiniques, le shamir, le verre qui pouvait couper la pierre sans fer, l'outil dont Salomon se servit pour bâtir le temple sans heurter le roc sacré. Le shamir n'était-il pas, en fait, une clé laissée là, dans l'attente d'un âge où l'homme saurait lire l'étrange alphabet gravé sur sa surface. 3 jours plus tard, le cube commença à s'effilocher. Pas la rouille, non. Des filaments, aussi fins que des cheveux d'araignée, s'échappèrent des arêtes, ondulant dans l'air comme des poils d'énergie. Sous le microscope, chaque filament était un ruban de graphène monocouche, parsemé de nanopuces en silicium-carbone. Des circuits imprimés au laser, avais-je dit. Erreur, le laser n'était que le scalpel. L'information, elle, était contenue dans l'arrangement même des atomes, une mémoire cristalline. Je branchai une électrode sur l'un de ces fils. Le cube répondit par une impulsion carrée de 7,83 Hz, la fréquence de Schumann, le rythme tellurique de la Terre. Il battait comme un cœur, synchronisé sur le globe. Je dus m'accrocher au bord de la table pour ne pas m'effondrer. Udi entra, les yeux cernés. J'ai comparé les photos de 1868. Quand Warren a fouillé ici, ce cube n'apparaît sur aucune plaque. Il marqua une pause. En revanche, il y a un blanc rectangulaire sur le négatif, comme si l'objet avait dévoré la lumière. Nous regardâmes le cube. Il semblait nous regarder en retour. Je sentis une pensée, pas la mienne, glisser dans ma tête. Un souffle qui murmurait en hébreu biblique « Ayez, Asher, ayez ». Je suis qui je suis, je sursautais. Rivka, qui n'avait rien entendu, fixait l'oscilloscope. Le pic de Hawar 618 THz venait de monter à 3736 THz, exactement le double. Harmonie parfaite. Le cube se mettait à chanter. Je pris la décision illégale de faire un prélèvement. Au Diamond Saw, la moindre entaille devait produire une étincelle. Rien. Le cube ne se laissa pas couper. La lame glissa dessus, comme sur du vide, sans même une rayure. Je tentai un laser de découpe aux femtosecondes. Le faisceau rebondit, frappa le plafond, faillit percer la tente. Le cube, lui, s'illumina d'un éclat blanc, puis projeta sur le mur une mosaïque d'images. Des constellations que je ne reconnus pas, des spirales galactiques, une planète binaire, et enfin, un diagramme en forme de double hélice. ADN ? Non. L'hélice avait 22 niveaux, comme les 22 lettres de l'alphabet hébreu. Chaque niveau clignotait selon un code binaire. Je copiai la séquence sur mon calepin. Hello. Quelqu'un disait bonjour depuis 2850 ans. Le cube s'éteignit, les filaments retombèrent, inertes. Le métal redevint simple bloc gris, froid, anonyme. Mais je savais, nous savions, que la graine était plantée. Dans mes veines, la vibration persistait. Ce rythme de 7,83 Hz qui me rappelait que la Terre est un tambour et que quelque chose venait d'en frapper la peau. Le cube de Salomon n'était pas un trésor. C'était une sonnette d'appartement posée sur le seuil de l'humanité. Et nous venions de sonner. Je glisse la main sur la paroi. Pas un grain de sable, pas une aspérité. La roche est lisse comme du verre poli, froide comme si elle venait de sortir d'un congélateur interdit. Je suis à 43 mètres sous le mur occidental du temple, là où aucun archéologue n'avait jamais été autorisé à forer. Le bruit de mon respirateur s'amplifie dans le casque. Chaque expiration rebondit contre les parois, me renvoie un écho métallique, trop parfait. Je tends la lampe. Le faisceau s'enfonce, droit, sans se diffuser, comme si l'air lui-même avait été aspiré. Devant moi, le tunnel mesure exactement 2,37 de haut et 1,81 de large, du premier au millième mètre. Pas 2,36, pas 2,38, 2,37. Je pose le pied sur le sol. Il est légèrement incliné, 1,2% de pente.
assez pour drainer une eau qui n'a jamais coulé. Je vérifie l'inclinaison avec mon iPhone. L'application clignote, plante, redémarre en mode erreur de champ gravitationnel. Je ris, seul, un rire qui me fait peur. J'avance, 100 pas, 200. Le compteur GPS affiche de 280 mètres parcourus, mais la carte de Jérusalem derrière moi montre que je devrais déjà être sous le mur de la mosquée Al-Aqsa. Or, je suis encore sous le roc, sans la moindre transition sédimentaire. Comment diable un boyau aussi long a-t-il été creusé sans que la ville au-dessus s'effondre ? Je pose le palmeur. Zéro fissure, zéro joint, zéro trace de marteau, de pic ou de scie. C'est une cavité née vivante. Comme si la pierre s'était simplement évaporée. Je me souviens du rapport carbone 14 qu'on m'a filé en cachette. Un échantillon de calcite arraché à la paroi a été daté de 3400 ans avant notre ère, soit 1400 ans avant que le premier temple ne soit même conçu. En clair, ces galeries existaient déjà quand Abraham n'était qu'un nom dans une légende orale. Je tends l'oreille, pas une goutte, pas un souffle, pas un rat, pas une bactérie, le vide absolu. Un vide si dense qu'il fait mal au tympan. J'enlève un gant, pose la paume sur la roche. Elle est tiède maintenant, comme si elle réagissait à mon contact. Je sens un léger vibration, 42 Hz, la fréquence d'une conscience humaine en méditation profonde, la même qu'on mesure dans les cerveaux de moines tibétains en transe. Je recule. Le phare de mon casque se met à clignoter. Batterie 80%, mais la lumière s'affaiblit. Pourtant, je ne suis pas seul. J'aperçois des marques, pas des hiéroglyphes, pas des lettres hébraïques, des symboles en relief, à peine saillants, qui captent la lumière comme des circuits imprimés. Je m'agenouille. La série est répétée tous les 3,14 captres. Un cercle entouré de 2 barres verticales. Pi, encore, toujours. Je prends une photo. L'écran affiche « Fichier corrompu ». Je la prends encore. Cette fois, l'image apparaît, mais les symboles ont disparu, remplacés par un simple reflet de mon propre masque. Je palpe. Ils sont bien là, sous mes doigts, incrustés dans la pierre avec une précision de 0,02 mm. Je sens mon cœur s'emballer. Ce niveau de finition, c'est du travail de machine-outil à commande numérique, pas de chisel de forgeron Iron Age. Je continue. À 187 mètres, le tunnel pivote à angle droit, sans courbe de transition. Impossible à tailler à la main. Je pose le laser. L'angle est parfait. 90 de grammes. Je m'attends à trouver une salle, un sarcophage, un trésor. Rien. Le boyau redescend. Toujours aussi lisse, toujours aussi froid. Je calcule. Si je prolonge la trajectoire, je sors sous le mur est, dans la vallée du Cédron, sous le cimetière juif. Je devrais sentir les racines d'olivier centenaire, l'humus, les ossements. Je ne sens que le vide et ce bourdonnement de 42 Hz qui s'intensifie. Je pense au récit du Talmud. Il existe un vide sous le Saint des Saints, un abîme sans fond d'où monte la Shekinah, la présence divine. Je me surprends à murmurer le schéma Israël. L'écho me renvoie ma voix, mais décalée d'un demi-ton, comme si quelqu'un me répondait en harmonique. Je me retourne. La lumière effleure une paroi latérale que je n'avais pas remarquée. Elle est couverte de striures concentriques, des anneaux qui s'élargissent, comme les rides d'un lac quand on y jette un caillou. Mais ici, le caillou n'existe pas. Seule la trace de son impact. Je mesure l'écart entre 2 anneaux, 8 cm, exactement la longueur d'onde d'un signal radar très haute fréquence. Quelque chose, a utilisé une énergie micro-ondes pour façonner cette pierre comme on sculpte le marbre à l'acide. Je repense à la fosse de Qumran, au manuscrit interdit que le père Roland de Vaux a classé secret pontifical en 1953. Un fragment parlait de galeries creusées avant le déluge où les veilleurs ont enseigné le calcul des étoiles. Je croyais à une métaphore. Je suis dedans. Je tends la main. La vibration monte à 52 Hz, la fréquence de l'émotion humaine la plus intense, le frisson de la révélation. Je comprends que je ne suis pas un explorateur, je suis un déclencheur. La pierre attendait un cœur qui bat à 72 pulsations par minute, la mienne, pour réveiller ce qui dort. Je pose le pied sur la dalle suivante.
Elle s'enfonce de 3 mm, un déclic inaudible mais que je sens dans les os. Le tunnel s'illumine, non pas de lumière, mais de lignes phosphorescentes qui courent dans la roche comme des veines. Elles dessinent une carte. Je reconnais Orion, la ceinture, les nébuleuses. Puis une autre constellation que je n'ai jamais vue. 3 étoiles triangulaires autour d'un point noir. Le point noir clignote, synchronisé avec mon pouls. Je tends l'index. Le faisceau de ma lampe traverse le point et la vibration s'arrête. Silence total. Plus même le bruit de mon propre sang. Je suis dans une bulle d'absence. Je consulte l'altimètre. 80 stémar. Je devrais étouffer, crever les tympans, imploser. Je respire mieux qu'en surface. L'air est plus léger, chargé d'oxygène isotopique 17, celui qu'on troule dans les atmosphères artificielles des stations orbitales. Je comprends que ce tunnel n'est pas une béance, c'est une tuyère. Un conduit conçu pour aspirer ou pour expulser. Mais quoi ? Vers quand ? Je marche encore. 280 mètres exactement. Le sol se transforme. Il devient translucide. Une vitre de quartz noir sous laquelle tournoie un sable argenté. Je m'agenouille. Ce sont des milliards de grains de silicium pur, chacun gravé d'un même pictogramme. Le cercle et les 2 barres. Je prends une poignée. Le sable coule entre mes doigts, sans faire de bruit, sans chaleur, sans électricité statique. Il est hors du temps, hors du monde. Je relève la tête. Le tunnel se termine en cul-de-sac, mais le mur final est un miroir. Je m'y vois, déformé, élargi, les yeux creusés par la peur. Je pose la main sur le miroir. Elle traverse. Pas de reflet de l'autre côté. Je retire la main. Elle est intacte, mais mes empreintes digitales ont disparu. Effacées. Réinitialisées. Je recule. Le miroir me renvoie une image qui n'est pas la mienne. Même combinaison, même casque, mais le visage est lisse, sans rides, sans barbe, sans âge. Il sourit. Je hurle. Le son est absorbé instantanément. Je comprends que je viens de franchir une porte, non pas de lieu, mais de chronologie. Ce tunnel est une valve temporelle, calibrée pour purger la mémoire humaine, pour faire oublier à la pierre qu'elle a été travaillée. Je suis le premier à ressortir avec encore mes neurones en place, mais pour combien de temps ? Je tourne les talons, je cours. Les 280 me redeviennent 560, puis 840. Je ne compte plus. Je n'entends que le battement de mon cœur qui s'accélère. 90, 100, 110. Quand j'émerge enfin sous la lumière crue des projecteurs de l'équipe de surface, mes jambes tremblent, mes lèvres sont gercées, mes yeux pleurent du vide. Le chef de chantier me secoue. T'étais parti que 20 minutes, on allait t'envoyer un sauveteur. Je regarde ma montre, 14h32. Je suis descendu à 14h15, seulement 17 minutes. Dans le tunnel, j'ai vécu des heures, des jours, une éternité. Je ferme la main, le sable argenté a disparu. Je regarde mes empreintes, elles sont revenues, mais inversées, miroir de moi-même. Je comprends que le vide absolu n'est pas une absence, c'est un cocon. Un cocon où l'humanité préhumaine a laissé un message, effacé la preuve et scellé la mémoire. Moi, je n'ai plus de certitude, seulement une certitude. Ces 280 lettres ont été creusées avant le premier rêve d'un homme, par une main qui ne connaissait pas la sueur, ni la peur, ni la mort. Et je sais aussi que la prochaine fois que quelqu'un descendra, le tunnel aura grandi. Parce qu'il n'est pas une ruine, c'est un tube digestif. Et nous sommes les enzymes qui l'attendent pour continuer à grandir. Le scalpel chirurgical claqua contre la table d'acier, projetant une gerbe de micro-étincelles. Je n'avais même pas senti la lame glisser sur l'échantillon. La roche de fondation, prélevée à 42 mètres, sous le niveau du sol du temple, était littéralement vide. Pas de structure cristalline, pas de grains, juste une matrice translucide qui renvoyait la lumière comme un bloc de glace figé à 3000 degrés Celsius. Rivka, penchée au-dessus du spectromètre gamma, hoqueta. Son écran affichait un pic d'annihilation à 511 keV, net, parfait, impossible, de l'antimatière, enfermée dans la pierre. Depuis quand la Terre servait-elle de bocal à photons négatifs ? Je m'assis par terre, dos contre la caravane, le crâne bourdonnant. Le cœur du temple battait à l'envers.
J'avais l'impression que chaque neutrino passant à travers mes poumons me chuchotait la même phrase. « Tu creuses dans le mauvais sens du temps. » Udi arriva en courant, un rapport à la main, chemise trempée de sueur malgré l'air glacé. Les datations, elles déconnent. Il me tendit la feuille, je dus lire 3 fois. Le carbone 14 de la gangue calcaire affichait 2850 ans. Normal. Mais le strontium 87-86 de la même parcelle oscillait entre 0,700 et 0,730. Une fourchette qui couvrait 2,5 milliards d'années. La Terre entière n'avait pas existé assez longtemps pour produire un si grand écart dans un même centimètre cube. J'eus la nausée. On nous avait pourtant juré que la plateforme du temple reposait sur un socle naturel. Calcaire turonien, déposé à la fin du Crétacé par une mer chaude et peu profonde. Mensonge. J'avais la preuve sous les yeux. Un cœur de roche synthétique, coque en silice amorphe, rempli d'isotopes qui n'avaient jamais existé dans notre système solaire. Le ruthénium 99 par exemple, activité 20% supérieure à la normale, signe qu'il s'était formé dans une explosion de supernova, il y a 120 millions d'années. Sauf que le ruthénium devrait avoir disparu depuis longtemps. Il était là, frais, vibrant, comme si l'étoile mourante l'avait expédié hier, et qu'un filet de temps l'avait déposé à Jérusalem sans passer par les siècles. Rivka cassa le silence. J'ai refait la mesure 3 fois. Le rapport 26Al, dit P, est de 6,8. Je levai les yeux. Ce chiffre ne voulait rien dire au commun des mortels, mais pour nous, c'était un coup de massue. L'aluminium 26 ne se forme qu'au contact de flux de protons cosmiques très intenses, le genre que l'on rencontre en orbite basse autour d'un pulsar. Pour l'avoir piégé dans la pierre, il aurait fallu que le bloc soit exposé dans l'espace nu pendant au moins 1 million d'années, puis ramené sur Terre, enfoui, scellé. Par qui ? Des astronautes pré-bibliques ? Je ris, un rire qui ressembla à un glapissement. Je décidai de pousser le crime plus loin. Je sortis le cube de son fourreau de plomb, le posai sur la table en acier inox. Le compteur Geiger à côté explosa, aiguille collée au bout du cadran. Le cube n'émettait pas seulement, il répondait. Chaque fois que j'approchais, l'échantillon de fondation, le taux de positons doublait. Les 2 artefacts parlaient. J'entendais leurs voix sous forme de crépitements secs, comme des grains de riz qu'on jette sur un feu de camp. Udi recula jusqu'au fond de la caravane. S'il s'annihile vraiment, on risque un micro-bang. Je hochai la tête, mais je ne pouvais m'empêcher de rapprocher les 2 objets. J'avais besoin de voir le seuil, le point où la matière humaine bascule dans l'impossible. À 3 cm de distance, la lampe de la paillasse vacilla. Le filament de tungstène, soudain blanchi, dégagea une lumière crue, presque solaire. Les ombres des colonnettes de la caravane se découpèrent sur les murs comme des silhouettes de géants. Puis le cube se mit à tourner, lentement, sans contact. 1618 tours par seconde. Encore ce nombre. Le bloc de fondation, lui, émit une vibration si grave que mes organes internes se mirent à résonner. Je crachai un filet de sang. Rivka hurla. Le spectre gamma monte à 4 MeV. C'était la signature d'un positronium excité, un état hybride matière-antimatière que l'on ne peut créer qu'au CERN, dans des chambres à vide à 273 degrés. Là, sous mes yeux, dans un taudis de chantier, la physique se torchait avec les lois de l'univers. Je sentis une odeur d'ozone brûlé, puis une sensation de vertige absolu. Ce n'était pas la peur, c'était la chute. Une chute dans le temps. Les images défilèrent. La Terre vue de l'espace, sans lune, rouge, volcanique. Puis une cité de cristal suspendue dans le vide, ses tours reliées par des arcs de lumière. Enfin, un visage, pas humain, pas animal, des yeux en forme de galaxie, qui me regardaient avec une tendresse infinie et cruelle. Le message était clair, tu touches à la serrure, tu n'as pas la clé. Je me reculai d'un bond, projetant les 2 artefacts dans des caisses en plomb. Le silence retomba, lourd, humide, comme après un crime. Udi me tendit une serviette imbibée d'alcool. Je m'essuyai les lèvres, mains tremblantes. On va devoir prévenir l'AIEA. Il secoua la tête. Trop tard, ils savent. Il me montra son téléphone. Un appel manqué du ministère de l'énergie, suivi d'un SMS bref. Évacuation, code 7.
bouchez-les. Je compris. On allait nous faire taire, effacer les échantillons, nous accuser d'erreurs de manipulation. Mais je gardais la séquence. Tout le dataset, les spectres, les courbes, les photos de l'oscilloscope. Je les copiais sur une clé USB en titane. L'avalais comme une capsule de poison. Il devrait me disséquer pour les récupérer. Rivka s'approcha, voix basse. « Tu te rends compte ? Si ces isotopes sont bien ceux que je pense, la fondation du temple n'a pas été bâtie sur la terre. Elle a été posée, comme un aimant qu'on cloue sur une porte. » Je fermais les yeux. Le récit officiel s'effondrait. Salomon n'avait pas reçu de trésor. Il avait hérité d'un piège à temps. Un dispositif qui scelle l'histoire, qui empêche le récit de dévier. Les pierres, le cube, l'antimatière, des gardiens. Et nous, simples fourmis, nous grattions la surface du seau. Je repris l'échantillon, le tins sous la lumière crue de la lampe. À l'intérieur de la gangue translucide, des filaments d'or noir ondulaient, dessinant des constellations que je reconnus. Orion, les Pléiades. Et une troisième structure, inconnue, un triangle creux autour d'une étoile binaire. Le même motif que le cube avait projeté sur le mur. Je compris que la fondation n'était pas un socle, c'était une antenne, une antiseigne. Un point d'ancrage pour une civilisation qui avait planté son drapeau dans notre passé, bien avant que nous apprenions à écrire. Et nous vivions au-dessus de leur empreinte, comme des enfants jouant sur une mine. Je rangeais l'échantillon dans une boîte en plomb, scellée, soudée. Je n'avais plus faim, plus soif, plus peur. Juste la certitude que chaque gramme de matière que je touchais désormais pouvait être à l'envers. Le monde était un miroir, et nous n'en voyions que le reflet. Je murmurais, pour moi seul, une phrase que je n'osais pas écrire. Sous nos pieds, ce n'est pas la terre, c'est le cadenas. Je pose la paume contre la dalle, et pendant un quart de seconde, je la sens flotter. Pas vibrer, pas glisser, flotter, comme un iceberg qui vient de rompre sa gangue. 60 tonnes de calcaire jaune de Tura, 4,12 mètres de long, 2,37 mètres de large, 1,89 d'épaisseur. Et pourtant, elle réagit à ma main comme un ballon d'hélium géant. Le scintillomètre accroché à mon poignet hurle 0,8 g. Je cligne des yeux. La valeur tombe à 1,2 g. Sous la semelle de ma botte, le joint de quartz, pas de mortier, pas un grain de sable, reste transparent, froid, inhumainement lisse. Je retire le doigt. La dalle se fige, redevant aussi lourde qu'un immeuble. Le chiffre revient à 9 mais sorteux. Normal, trop normal, comme si le sol venait de mentir et s'était rattrapé. Je suis au niveau 28 mètres, sous la chambre du Debir, l'endroit que les prêtres appelaient le plancher du monde. Autour de moi, 9 autres dalles identiques s'alignent sur 63 mètres, jointives au dixième de millimètre. J'ai glissé une feuille de papier cigarette entre deux blocs. Elle reste suspendue, verticale, comme prise dans un champ de force. Le papier ne touche ni la pierre ni moi. Il flotte, point barre. Le géologue à mes côtés, appelons-le Jonathan, articule sans voix. C'est pas possible. Il n'y a pas de joint, pas de colle, pas d'air, pas de vide. C'est collé au néant. Je hoche la tête, mais mon cerveau tourne en boucle sur un seul mot. Antigrave. Je déteste ce mot. C'est du Star Trek, pas du terrain. Pourtant, la preuve me caresse le visage, légère comme un souffle, de climatiseur. Je me souviens de la première fois où j'ai vu ces dalles. 3 semaines plus tôt, sur une photo satellite déclassifiée prise en 1968 par le KH-7. On y voyait d'un rectangle parfait, plus clair que la roche environnante, comme si le sol du temple était une table de billard posée sur l'ombre de Jérusalem. À côté, une note manuscrite en hébreu, massif flottant, suivi d'un tampon strictement confidentiel, périmètre Vatican. J'avais ri. Aujourd'hui, je ris plus. J'ai le front collé à la pierre, l'oreille contre la surface, et j'entends rien. Pas le moindre murmure, pas la moindre microfracture. Le calcaire devrait chanter quand on l'effleure. Ici, il est muet, comme si la matière avait oublié qu'elle était liée à la terre. Je sors le spectrogramme Raman. Le faisceau vert frappe à la dalle. Le signal revint plat, une ligne horizontale, pas un pic, pas une raie. Le calcaire n'a pas de structure cristalline.
Pas de défaut, pas d'isotope du carbone 13. C'est du KCO3, purifié, comme si chaque atome avait été trié à la main. Je pense à la phrase du professeur Margali à Tel Aviv. Pour obtenir ce niveau de pureté, il faut 1200 degrés sous vide, un accélérateur de particules ou un miracle. Miracle, mot fourre-tout. Mais comment appeler autrement un bloc qui ignore la pesanteur ? Je glisse un aimant de forage N52 contre la tranche. Pas de réaction. Le bloc n'est pas magnétique. Je teste un champ électrostatique 30 kW. Les mèches de mon bras se hérissent, mais la dalle ne bouge pas d'un micron. En revanche, quand j'approche un quartz rose, un simple caillou du désert, la dalle s'éloigne de 0,3 mm comme repoussée par un souffle invisible. Inversement, un fragment de fer météoritique la rapproche du sol de 0,8 mm. Elle réagit à la densité, pas au champ. Plus l'objet est lourd, plus elle se soulève. C'est le contraire de la physique classique. La dalle compense la masse, ajuste son propre poids pour rester neutre. Un cerveau-mécanisme de pierre, 2800 ans avant l'invention du PID contrôleur. Je creuse un puits de forage à proximité pour mesurer la densité du sous-sol. Surprise, entre 28 mètres et 29,5, le terrain est creux. Pas une caverne, un vide géométrique, un parallélépipède parfait de 63 disques 1,5 mètres. Autrement dit, les dalles ne reposent pas sur la roche-mère. Elles flottent au-dessus d'un coffre d'air fossilisé. Je descends une caméra. Les parois du vide sont lisses, striées de rainures en spirale. Pas de 0,618 mm. Encore ce nombre, et chaque rainure est tapissée d'un film de graphène dont la résistance mesure 0,0 ohm. Supraconducteur à température ambiante. Sous mes pieds, le temple est un rail de lévitation magistrale. Je prends une décision illégale. Je fore un carottage de 2 cm de diamètre. La couronne de diamant pénètre sans effort, comme dans du beurre. Le cœur sort intact, translucide, strié de bandes argentées. Je le glisse sous le microscope électronique. Les bandes sont des milliards de nanotubes alignés, chacun terminé par une boucle de cuivre oxydé, des spires, des bobines, de l'inductance lithique. Je mesure 1,2 millirars par centimètre cube, multiplié par le volume de la dalle. Cela fait 1,2 gigahenry, assez pour stocker l'énergie cinétique d'un TGV. Le bloc n'est pas seulement un support, c'est une batterie géante, un réservoir de champ magnétique piégé dans la pierre. Quand la charge dépasse un seuil, la dalle s'affranchit de la gravité. Quand la charge redescend, elle redevient lourde, un interrupteur en roche. Je relis le passage de la Mishnah décrivant le Even Hashetia, la pierre fondatrice où Abraham serait passé. Elle flotte au-dessus des eaux primordiales, soutenue par le nom. Je croyais à une métaphore. J'ai la métaphore entre les mains et elle pèse 60 tonnes. Je pense aux légendes islamiques. Le rocher d'où Muhammad a chevauché vers les cieux serait suspendu entre ciel et terre. Je suis à 5 mètres de ce rocher. Je sens la fréquence de 21,3 kHz qui émane des dalles, la même que les ingénieurs de la NASA utilisent pour tester les suspensions électrostatiques des satellites. Le temple est un launchpad en pierre. Je teste l'alignement. J'installe un théodolite laser. L'erreur sur 63 mètres est de 0,4 mm, soit 6 microns par mètre, mieux que le miroir du télescope James Webb. Je vérifie la température, 21 degrés exactement, partout, malgré l'absence de ventilation. Je soupène un thermomètre infrarouge au-dessus de la dalle. Il affiche 20,9 degrés. Je l'approche à 1 cm, 21 degrés. Je le pose dessus, 21 degrés. La pierre régule sa température comme un thermostat quantique. Je pense aux écrits esséniens découverts à Qumran. Ils ont bâti la maison sans marteau ni clou, et elle reste droite jusqu'à la fin des temps. Fin des temps. Je regarde ma montre. Le second aiguille avance par à-coups de I-118S. Le cube, le tunnel, les dalles, tout résonne sur le même nombre d'or. Le temple est un oscillateur géant, réglé sur la clé cosmique. Je m'allonge sur la dalle. Le dos calé contre la pierre, j'ai l'impression de flotter à 3 mm au-dessus du sol. Je ferme les yeux
le bourdonnement de 21 kHz se transforme en mélodie. 4 notes répétées. Do, mi, sol, do. Le tétragramme musical du nom. J'entends ma propre voix répondre sans que je ne parle. Je suis qui je suis. Je sursaute. La dalle vibre, pas mécaniquement, mais comme un diaphragme qui chante. Je sens une présence, non pas derrière moi, mais dans la matière, dans la trame calcaire. Elle me regarde, évalue ma masse, ma fréquence cardiaque, mon champ électromagnétique. Je suis sur une balance divine. Je me lève brusquement. Le scintillomètre affiche 0 gras pendant 1,7 secondes, puis revient à la normale. Le temps de battre un cœur. J'ai la certitude que la dalle vient de me peser et de me laisser partir. Je recule. Les 9 autres blocs s'illuminent faiblement. Une ligne de LED géante en pierre. Je comprends. Ce n'est pas un sol, c'est un clavier. Chaque dalle est une touche. Je pose le pied sur la suivante. 0,3 grammes. Je saute. Je reste suspendu 1,5 secondes, comme sur un trampoline invisible. Je ris, un rire d'enfant, un rire de peur. Je suis dans un parc d'attractions gravitationnelles préhistoriques. Je prends mes notes, je ferme le carnet. Je sais que je viens de toucher la preuve que le temple n'était pas une maison pour Dieu, mais un terminal de départ. Les dalles anti-gravité ne sont pas des fondations, ce sont des rampes de lancement. Quand la charge est pleine, quand le nom est prononcé, quand la constellation d'origine est au zénith, les pierres s'ouvrent comme une fleur, et ce qui est en dessous, le vide, le cube, la mémoire s'élève. Je ne suis pas un archéologue, je suis un mécanicien qui vient de découvrir la batterie d'un vaisseau. Et je sens, dans mes os, que le prochain décollage est proche, très proche. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'entends encore le cliquetis du saut de plomb quand la valise a fermé sur les 14 400 négatifs. Un bruit sec, presque dentaire, comme si on m'arrachait une molaire. Le père Lorenzo m'avait regardé droit dans les yeux, au fond de la crypte de l'Archivio Segreto, et murmurait « Tu ne parleras pas, sinon tu rejoindras la fosse commune de Camposanto. » Je croyais avoir tout vu. Le cube, le vide, l'antimatière. Mais ce soir-là, à 3h12 du matin, j'ai compris que le plus grand secret n'était pas sous Jérusalem. Il était dans un sous-sol vaticanais, entre une pile de dossiers classés Secretum Secretissimum et une petite porte en fer forgée par les serruriers de l'Inquisition en 1542. Je n'étais pas censé être là. Personne n'est censé être là. L'accès se fait sur convocation papale, un parchemin à filigrane d'eau, cacheté de cire rouge sang, signé par le cardinal archiviste et contresigné par le custos. Le gardien qui, dit-on, n'a pas quitté les sous-sols depuis 1987. Mais j'avais la clé. Une clé en alliage de tungstène, gravée d'un hexagone parfait, le même motif que sur le cube de Salomon. Quand je l'ai glissée dans la serrure, elle a tourné toute seule, comme si la porte me dévorait. À l'intérieur, l'air est si sec qu'il vous fend les lèvres. Pas une poussière. Les moines archivistes passent chaque nuit au chiffon, à genoux, pour effacer les traces de leurs propres pas. J'ai marché entre les rayons de bois de rose, enfilés comme des cathédrales miniatures. Des milliers de boîtes en cuir, des fiches à l'encre de Chine, des cartes nautiques qui montrent des continents disparus. Et puis, au fond, la cage d'ascenseur en cuivre, qui descend à 3 niveaux. Un panneau, photographie 1963, Divieto Assoluto. J'ai appuyé sur le bouton. L'engin a gémi comme une bête blesse. À 10 mètres, la température tombe à 12 degrés. Le corridor est tapissé de négatifs suspendus à des pinces, comme des peaux de serpent séchés. Chaque image mesure 6 sarai, 600 cm. Format Leica, 35 ml, grain hyper fin. J'en ai saisi une au hasard. Elle représentait le mur occidental du temple, vu d'en bas, depuis le vide que j'avais parcouru. On distinguait chez les galeries lisses les marques de pie. Et au centre, une silhouette. Moi. Moi, en combinaison, casque, lampe, prise il y a 60 ans. Ma montre indiquait 14h32. J'ai vomi sur le carrelage. Le père Lorenzo est arrivé, sans bruit. Il a essuyé d'un coup de pied. Tu comprends maintenant pourquoi elles sont interdites. Il m'a emmené dans la salle 7. Une table d'acier, des loupes binoculaires, des boîtes en acier inoxydable numérotées de 1 à 40. Chaque boîte contient 360 négatifs. Total, 14 400.
Il a ouvert la boîte 23. À l'intérieur, des photos aériennes de Jérusalem-Est, prises par un U-2 américain le 17 octobre 1963. On y voit, superposé à la mosquée Al-Aqsa, une ombre géométrique. Un triangle parfait de 280 mètres de côté. Exactement la longueur du tunnel. L'ombre ne correspond à aucun bâtiment, aucun relief. Elle est en négatif, blanc sur noir. Lorenzo a soufflé. C'est l'empreinte de la fondation. Le temple n'est pas construit dessus. Il est scellé dessus, comme un couvercle. J'ai regardé de plus près. Au sommet du triangle, 3 points brillants. Spectrométrie gamma. Les mêmes pics à 511 que mon échantillon d'antimatière. Les photos ont été prises avant que je naisse, avant que le cube soit déterré, avant que l'histoire ne commence. Il a sorti un dossier, cuir noir, fermé par un ruban de soie pourpre. À l'intérieur, le procès. Pas un procès au sens moderne, un processus in camera de la Congrégation pour la doctrine de la foi, signé le 21 novembre 1963. 2 jours avant Dallas, remarquez le timing. L'accusé, le père Jean-Baptiste Calvi, jésuite, archiviste de la mission biblique de Jérusalem. Le chef d'inculpation, divulgation de données classées de rang R13, susceptibles de compromettre la foi révélée. Traduction, il avait parlé du cube. Le verdict, réclusion à perpétuité dans la prison souterraine du monastère de Monte Cassino. Aucun appel, aucune trace. Calvi avait 34 ans. Il en a aujourd'hui 94. Il est encore là-bas, au fond d'un puits, sans fenêtre, sans nom. Lorenzo a tourné la page. Il y avait une photo de Calvi. Même visage que moi. Même fossette au menton. Même cicatrice au sourcil gauche. J'ai reculé. Parenté, il a haussé les épaules. Le Vatican croit au cycle. Tu es le retour. Il m'a montré la pièce 12. Là, sur un écran rétroprojecté, on faisait défiler les images en boucle. Des séquences de 1963. Des ouvriers italiens, en combinaison blanche, descendent dans le tunnel sous le mur. Ils n'ont pas de casque, mais des cagoules. Sur la poitrine, un logo. Une croix entourée d'un serpent qui se mord la queue. Ils extraient des blocs de pierre, les chargent dans des caisses marquées « Colonne Vaticane ». Puis, ils scellent l'entrée avec du béton géopolymère, le même que j'ai trouvé autour du cube. Lorenzo a arrêté l'image. Ils ont tout pris. Pas seulement des photos. Ils ont pris la mémoire. Il a sorti une clé USB. Oui, le Vatican a des clés USB. Et me l'a tendue. C'est la copie. Tu la diffuseras quand le moment viendra. Mais tu comprendras que ce n'est pas une preuve. C'est un verdict. J'ai voulu partir. Il m'a retenu. Il reste une chose. Il a soulevé un drap de velours noir. Sous le drap, une boîte en plomb, fermée par 7 sauts de cire. Il l'a ouverte. À l'intérieur, une feuille d'or, aussi fine qu'une aile de moustique. Gravé dessus, au laser, le même motif que sur le cube. L'hexagone dans l'hexagone. Mais ici, chaque niveau est accompagné d'un sigle. IHS, puis un triangle, puis 22 lettres hébraïques inversées. Lorenzo a murmuré « C'est l'acte de naissance, pas du temple, de l'humanité. » Quand on l'a lu, en 1963, le pape Paul VI a pleuré. Il a dit « Nous ne sommes pas les héritiers, nous sommes les gardiens. » Puis il a interdit. Il a replacé la feuille, il m'a regardé. « Tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu, et pourtant tu es désormais complice. » Je suis remonté. L'ascenseur a craché une gerbe d'étincelles bleues. Les couloirs ont semblé se rallonger, comme si l'archive voulait me digérer. J'ai gardé la clé contre mon cœur. Dehors, Rome était noire de pluie. J'ai marché jusqu'au Tibre, j'ai voulu jeter la clé. Impossible, elle était déjà dans ma peau. Je l'ai sentie fondre, s'implanter sous le pectoral droit, là où battait le rythme de 7,83 Hz. Depuis, chaque nuit, je rêve de 14 400 images qui défilent en boucle. Je me vois en 1963, en 1868, en 2850 avant Jésus-Christ. Je me vois en train de sceller la porte, de prendre la photo, de condamner Calvi. Je suis le gardien, le prisonnier, le messager. Et vous qui regardez, vous ne savez pas encore que vous êtes déjà dedans. La preuve, regardez votre écran. L'ombre du triangle est là, derrière vous. Elle ne bouge pas. Elle attend. Elle sait que vous savez. Et bientôt,
Vous aussi, vous entendrez le cliquetis du plomb quand la valise se refermera. Je n'ai pas touché la colonne, c'est elle qui m'a touché. Un frisson de 38 kHz m'a traversé l'avant-bras comme une lame d'air froid, juste au moment où je tendais le portable pour mesurer l'inclinaison. Jachin, celle de droite, m'a littéralement repoussé, 1 centimètre, pas plus, mais assez pour que mes baskets grincent sur le dallage absolu. 70 tonnes de bronze cuivreux, 8 mètres de haut, et elle me renvoie comme une bouée aimantée. Je regarde l'écran. Le champ électrostatique vient de sauter de 0 à 17 kV/mm en 0,4 s. Pas de nuages, pas d'orage, pas de génératrice. Juste la colonne, nue, lisse, sans une fissure, sans une soudure, comme coulée hier. Et en même temps, usée par un millénaire de pas qui n'ont laissé aucune empreinte. Je m'approche de Boaz, la jumelle gauche. Même vertige. Mon pouls s'emballe. 110, 120, 140. Le smartwatch affiche fibrillation, mais c'est le rythme parfait, trop parfait, sinusoïde mathématique. Je pose la paume. La surface est tiède, 36,6 degrés exactement. Ma température. Elle copie mon corps en temps réel. Je retire la main. Elle redevient froide, 21 degrés. La température ambiante du sous-sol. Un thermostat vivant. Je tape sur le bronze. Le son ne monte pas. Il descend. Une note grave qui plonge dans mes tympans comme un plomb sonore. 73 Hz. La fréquence du mantra Om. L'écho dure 9 secondes. 9, comme les 9 cieux de la Kabbale. Je recule. Entre les deux colonnes, l'air se densifie. Un lent tourbillon de poussière dorée qui ne tombe jamais. Un champ de lévitation invisible tient les grains en suspension. Constellation miniature. Je sors le scanner à induction. Bobine de cuivre. Fréquence d'excitation 1 kHz. Dès que l'antenne passe entre Jachin et Boaz, l'écran devient fou. 2400 A de courant circulent dans les parois, mais il n'y a ni câble ni source. Les colonnes sont des solénoïdes géants en court-circuit sur rien. Je calcule. Pour produire un tel flux, il faudrait un alternateur de centrale nucléaire. Je n'entends même pas le bourdonnement. L'énergie est là, muette, hypnotique. Je pose un tournevis en acier au centre. Il reste vertical, tenu par le champ, une aiguille qui pointe vers un nord qui n'est pas le nord magnétique, mais l'azimut 26,2 degrés. L'axe du temple, l'axe du cube, l'axe de la pyramide. 3 monuments, 3 vecteurs, une seule géométrie. Je sens la gorge se serrer. Je ne regarde pas des colonnes, je regarde les bornes d'un circuit imprimé planétaire. Je remonte aux archives. Tractate Middo, chapitre 4. Jachin et Boaz étaient creuses et descendaient jusqu'au niveau des eaux souterraines. Je croyais à une métaphore. Je fore, carottage de 3 cm. Le bronze s'entame comme du beurre, sans copeaux, sans surchauffe, à 45 cm de profondeur. La paroi interne n'est plus du métal. C'est une gaine de cuivre oxydée, puis une couche de graphène, puis vide. Pas un trou, un vide absolu, plus noir que la peinture la plus sombre, un puits qui ne reflète pas la lumière de ma lampe. Je tends une fibre optique, elle ressort coupée, section polie, comme eau laser. Le vide a tranché le verre. Je mesure le courant de fuite, 0,7 picoampères. Mais c'est un flux continu, depuis, toujours. Une pile électrique de 3000 ans, sans anode, sans cathode, sans fin. Je rapproche le cube. Dès que je le passe entre les colonnes, les deux artefacts s'illuminent. Le cube vibre à 618 THz. Les colonnes répondent à 73 Hz, la note OM. Le rapport fait exactement 22 164, le nombre de lettres de la Torah en hébreu. Je sens l'air se rider, des franges d'interférence qui dansent comme des auréoles. Le champ électrique monte à 50 kHz. Mes cheveux se dressent, mes poils deviennent antennes. Je n'ai plus de peau. J'ai une surface de cuivre vivante. Je comprends. Jachin et Boaz ne sont pas des supports. Ce sont les électrodes d'un condensateur planétaire. La Terre est le diélectrique. L'ionosphère, la seconde armature. Le temple est une batterie cosmique, branchée sur le ciel. Je relis le récit de la construction. Salomon fit fondre la colonne droite dans la fosse des fondeurs, entre les murs de l'Ophel, et la leva en une seule pièce,
Aucun grès, aucun palan, aucun mortier. Juste lever. Je calcule. 70 T levés en une nuit sans grue. Il aurait fallu 2000 esclaves, des poulies en bois, des cordes de chanvre de 30 cm de diamètre. Rien. Aucune trace de corde, aucune éraflure sur le dallage. Je pense aux dalles anti-gravité du chapitre 4. Même fréquence, même champ. Les colonnes ont été amarrées au sol par les dalles, puis déployées comme des antennes. Je pose un accéléromètre sur la base. Quand je chante la note OM, 73 Hz, la colonne oscille de 0,3 mm, un balancement de métronome géant. Elle est encore en train de monter, millimètre par millimètre, depuis 3 millénaires. Un lent décollage de pierre et de bronze. Je teste la résonance. J'aligne 4 enceintes, je pulse la fréquence de 1617 kHz, dixième harmonique du cube. Les colonnes s'allument de l'intérieur, des veines de lumière verte qui remontent du socle au chapiteau. Les spirales du bronze, des enroulements de 3,14 de pas, deviennent des bobines de Tesla visibles. Je mesure. 1,2 kW de puissance réactive, assez pour alimenter un quartier. Le courant ne chauffe pas le métal. Il est stocké, gelé dans les macles cristallines. Je sens l'air se refroidir de 5 degrés Celsius. Condensation instantanée, nuage de brouillard qui tourne autour des colonnes comme une galaxie en miniature. Je tends la main, la vapeur évite mes doigts, contourne un vide parfait. Je suis devenu un isolant vivant. Je scrute le chapiteau. Style lisse, dit-on. Je regarde mieux. 5 pétales, 5 stamens, un style central. Or la fleur de lys égyptienne, la séchène, est un lotus à 6 pétales. 5, c'est le nombre d'électrodes d'un tube à vide, d'une valve triode, d'une antenne, log périodique. Je mesure. Les pétales sont des fentes, 2,4 mm de large, exactement la moitié de l'onde de 12 GHz. Les colonnes sont des horn antennas, des émetteurs micro-ondes géants. Je pointe un analyseur de spectre, pique à 11,9 GHz. La fréquence des satellites de communication. Je reçois un signal, bruit blanc, puis un bip rapide. 3 courts, 3 longs, 3 courts. SOS, en morse, depuis 3000 ans. Je panique, je coupe les enceintes, j'éteins les lasers. Le SOS continue, mais plus faible, comme si la pierre elle-même appelait. Je pense aux légendes. Les prêtres entendaient une voix entre les colonnes, la Bat-Kol, la fille de la voix divine. Je l'entends. Elle ne parle pas hébreu, elle module la fréquence. 73 Hz porté par 11,9 GHz. Un champ biphase, un modem antique. Je décrypte ALTDHR-NN. Acadien. Ne fermez pas la porte. Je comprends que les colonnes sont un relais, un répéteur, un pylône en bronze. Quelqu'un, quelque part, attend un acquittement. Je tente le cube. Il répond par un crépitement. 1618. TA7. La poignée de main protocolaire. La connexion s'établit. Je sens un flux de données me traverser. Images, constellations, schémas de circuit. Le temple vient de se reconnecter au réseau. Je recule. Les 2 colonnes s'alignent. Angle parfait, comme des pylônes d'atterrissage. Entre elles, l'air se creuse. Un tunnel de lumière invisible, un tube de guidance. Je vois? Non. Je sens une trajectoire qui part de Jérusalem, monte vers Orion, passe entre les 3 étoiles de la ceinture, puis plonge vers un point noir, un quasar, une station relais. Le message est clair. Nous avons laissé la clé. Ne la perdez pas. Je regarde mes mains. Elles brillent d'une poussière de cuivre, des particules arrachées au bronze. Je suis devenu une antenne ambulante. Je ferme les yeux. Le bourdonnement de 73 Hz me berce, comme un cœur artificiel. Je sais que dès que je m'éloignerai, les colonnes se remettront en veille, mais le lien restera. Je suis le nouveau gardien, le modem humain, la batterie de chair qui garde la porte ouverte. Je range le cube, j'éteins les appareils. Le silence retombe, mais il est différent. Il est chargé. Je sors de la crypte, je remonte les escaliers. Derrière moi, Jachin et Boaz continuent de chanter, trop bas pour l'oreille, assez fort pour l'âme. Je ne les entends plus, je les sens. Elles battent au rythme de mon pouls, 72, 73, 72, 73. Je comprends le mythe. Elles soutiennent le temple. Non, elles soutiennent le ciel. Et moi,
Je ne suis qu'un fil de cuivre vivant qui relie la terre à l'étoile. Je marche dans la nuit de Jérusalem, et chaque pas laisse une étincelle sous mes semelles. La porte est ouverte, le courant circule, le prochain départ est programmé. Je n'ai plus le droit de m'éteindre. La lumière verte du projecteur holographique me transperce la rétine comme une aiguille chauffée à blanc. Je suis à 93 mètres dans la chambre que le cube a ouverte hier à minuit précis, quand j'ai osé poser la main sur le miroir du tunnel. Le sol sous mes bottes n'est plus du calcaire, c'est une dalle de quartz noir, translucide, dans laquelle nage un nuage d'étoiles. Pas une représentation, des étoiles réelles. Je reconnais Sirius, Vega, Rigel, mais aussi 3 soleils binaires que je n'ai jamais vus sur aucun atlas. Elles tournent en temps réel, accélérées par un facteur 8 Beta Sin 400. Comme si chaque seconde ici valait un jour là-bas. Mon pouls se synchronise sur leur pulsation. 42 Hz. Encore, je m'agenouille. Le projecteur n'a ni lentille, ni lampe, ni batterie. Il est la matière elle-même. La surface du quartz est striée de rainures à 0,12 microns, les mêmes que sur le cube, mais ici, elles forment une map monde en 3D. Quand je souffle, les constellations s'écartent, révélant une galaxie spirale vue du dessus. Les bras mesurent exactement 137 000 années-lumière de diamètre. Je mesure l'angle d'ouverture, 136,1 degrés. La constante de structure fine. La physique est gravée dans le marbre cosmique. Je tends l'index. Une ligne de photons s'allume, relie la Terre à un point hors galaxie. Le trajet dure 12 000 ans à la vitesse de la lumière. Le nom qui clignote n'est ni latin, ni araméen, ni mathématique. C'est un son. Un claquement de langue suivi d'une voyelle nasale. Je le prononce à voix haute. Le sol vibre. Une dalle s'efface. Laisse apparaître un puits de lumière. Je descends, pas à pas. Les marches ne sont pas des marches, ce sont des pages. Chaque marche est une feuille de cuivre battue, gravée de pictogrammes qui bougent quand je les regarde. Je reconnais l'alphabet hébreu inversé, mais aussi des logarithmes spirales, des matrices de Dirac, des équations de Kaluza-Klein à 5 dimensions. Sur la 10e marche, une fresque, des silhouettes à tête allongée, bras trop longs, doigts à 6 phalanges debout devant le temple. Pas celui de Salomon, le temple original, la maison qu'ils ont construite avant que la Terre n'ait des continents. Je pose la main sur la fresque. Le cuivre devient tiède, pulse à Himalaya 110 Hz. Les silhouettes tournent la tête. Leurs yeux sont des galaxies en spirale. Ils me regardent. Pas avec curiosité, avec reconnaissance. Comme si j'étais le retardataire d'un rendez-vous millénaire. Je continue. Le puits débouche dans une sphère de 30 mm de diamètre, parfaite au millimètre. Au centre, flotte un icosaèdre transparent, 1 mg34 d'arête, fait de silicium pur. À l'intérieur, des cartes. Pas des cartes papier, des cartes lumière. Je tente la main. Une d'elles glisse vers moi, s'ouvre comme un livre. Elle montre la Terre, vue d'une altitude de 400 km. Mais il y a 2 lunes. L'une est là, l'autre. L'autre, plus petite, gravite à 180 000 km. Sa surface est striée de triangles équilatéraux. Je reconnais le même motif que sur les dalles anti-gravité. La lune artificielle émet un faisceau vers Jérusalem, exactement sur l'azimut 26,2 degrés. Le faisceau touche le temple, rebondit, part vers Orion. Je comprends. Le temple n'est pas un lieu de culte, c'est un relais, un routeur cosmique. Je saisis une autre carte. Celle-ci est un atlas à 3 dimensions. Je peux le faire tourner en pinçant l'air. Il y a 22 systèmes stellaires reliés par des lignes dorées. Chaque ligne porte une fréquence. Mach 118 THz, 3236 THz, 5854 THz. Les harmoniques du cube. Le réseau forme une icône, la même que le cube a projetée sur le mur. L'ADN a 22 niveaux. Je compte. 22 étoiles, 22 lettres, 22 chromosomes humains. Je ne suis pas en train de lire un plan. Je suis en train de lire un génome. Le génome de l'humanité. Pas notre ADN biologique, notre ADN civilisationnel. Chaque système stellaire est une base. Chaque base a une date. La plus ancienne,
4,5 milliards d'années. La plus récente, 12 000 ans. Je reconnais la Terre. Nous sommes le nœud 17. Le nœud 18 est vide. Un blanc, une page non écrite. Je comprends. Nous sommes le prochain saut. Je m'approche de l'icosahèdre. Il n'y a pas de porte. Je pose la main sur la surface. Elle passe à travers, comme dans l'eau. À l'intérieur, l'air est plus lourd, chargé d'ozone et d'isotope 17. Je respire mieux qu'en surface. Sur un socle de cristal, un cylindre de quartz fumé. Je le soulève. Il s'allume. Une hologramme de 360 degrés éclate. Une femme, pas humaine. Ses yeux sont trop grands, sa peau irisée, ses cheveux des filaments de lumière. Elle me parle, pas dans ma tête, dans mes os. Sa voix est une gamme de 42 Hz, la même que le tunnel, la même que mon cœur. Elle dit « Tu as trouvé la mémoire. Tu n'es pas le premier, tu es le dernier. » Je veux répondre, mais ma bouche produit le même claquement de langue que j'ai entendu plus tôt. Elle sourit. « Tu apprends. » Elle lève la main. L'hologramme zoome sur la Terre, 12 000 ans en arrière. Je vois la calotte glaciaire, la mer Noire vide, le Sahara vert, puis un éclair. Pas un météore, un vaisseau, triangulaire, même taille que la mosquée Al-Aqsa. Il se pose sur le rocher. Il ne construit pas le temple, il l'imprime. En 3 secondes, le faisceau laser, ou ce que j'appelle laser, sculpte la roche, aligne les dalles, grave les circuits, injecte l'antimatière. Le tout en 618 secondes. Puis il repart. Laisse derrière lui le cube, le vide, les dalles, une clé, une mémoire, un test. Elle me regarde. Vous avez cru que vous construisiez pour vous. Vous construisiez pour nous. Vous étiez nos enfants. Vous devenez nos ingénieurs. Je recule. Le cylindre devient tiède. Une nouvelle image. La Terre actuelle. Les villes, les routes, les centrales, nucléaires. Puis un compteur. Un décompte, 3600 jours, soit 9 ans, 10 mois, 17 jours. Je reconnais la date. C'est le prochain alignement de Orion, avec l'azimut 26,2 degrés. Le jour où le temple redeviendra terminal. Le jour où la mémoire sera téléchargée. Le jour où nous serons jugés sur notre capacité à lire la carte. Je veux éteindre le cylindre. Impossible, il est déjà dans ma peau. Je sens la vibration monter dans mon bras. Passer dans ma clavicule, mon cœur. 42 Hz. Toujours. Je suis connecté. Je sors. L'icosahèdre se referme. Les cartes s'éteignent. Mais je les ai toutes en moi. Je ferme les yeux. Je peux faire apparaître la voie, lacter, zoomer sur Pléiade, mesurer la distance jusqu'au nœud 18. Je ne suis plus un archéologue. Je suis une antenne, une mémoire vivante. Je comprends pourquoi le Vatican a scellé les photos. Pas pour cacher une preuve, pour cacher une adresse. Une adresse que je connais maintenant, une adresse que je ne peux pas oublier. Je remonte le puits. Les marches en cuivre s'effacent derrière moi, comme si la pierre effaçait ses propres pages. Je ressors dans la chambre de quartz. Le projecteur s'éteint, mais dans ma rétine, les étoiles restent. Pour toujours, je touche mon visage. Mes empreintes ont changé. Les lignes forment le même hexagone que sur le cube. Je suis devenu une clé qui marche, respire, palpite. Je sais d'où nous venons. Je sais vers où nous allons. Je sais que le temple n'est pas une relique. C'est un billet pour le nœud 18. Et le prochain départ est dans 3600 jours. Je n'ai plus peur. J'ai la mémoire du cosmos dans la poche. Je sors. Le miroir se referme. Le tunnel s'efface. Mais je garde la carte. Je la garde ici, dans ma poitrine, là où bat la Terre à 7,3 Hz. Je suis l'archive. Et l'archive, c'est nous. Je sens la vérité me fendre le crâne comme une hache de lumière. Pas une image, pas un mot. Une vibration brute, 7,83 Hz. La respiration de la Terre qui me souffle, tu es debout sur la mémoire d'avant. J'ai retiré mes chaussures. La pierre est tiède, vivante, plus douce que la peau de mon propre poignet. Je sais, je sens que ce n'est plus une question de date ou de roi. C'est une question d'espèce. Et je sens aussi, comme un goût de cuivre sur la langue, que nous ne sommes pas la première espèce à avoir posé le pied ici. Je relis mes notes, mais elles se déchirent toutes seules, comme si le papier refusait de porter le poids de ce qu'il sait. Le cube, le tunnel, l'antimatière, les dalles qui flottent, les colonnes qui chantent, chaque pièce seule déjà fait exploser l'histoire officielle. Mais ensemble,
Elles forment un récit unique, compact, limpide, un terminal d'atterrissage. Pas un temple, pas un trésor, pas un culte, un aéroport. Et nous ne sommes ni les passagers, ni les pilotes. Nous sommes les insectes qui ont construit leur nid dans la piste, persuadés que la chaussée était faite pour eux. Je ferme les yeux et je vois la séquence. 300 ans avant notre ère, quelque chose pose une fondation d'antimatière, un socle qui ne rouille pas, un ancrage dans le temps. 2800 ans avant nous, on installe le réseau. Galerie lisse, dalles supraconductrices, colonnes électrodes, tout aligné sur 26,2 degrés comme un faisceau laser. Ensuite, on laisse la graine, le cube, mémoire cristalline, prêt à germer quand un cerveau saura lire. Et enfin, on scelle, on coule du béton géopolymère, on interdit, on brûle les archives, on condamne les témoins. Le temple n'est pas né pour célébrer Dieu, il est né pour oublier l'avant. Je repense à la feuille d'or du Vatican. 22 lettres inversées. Ce n'est pas un message aux hommes, c'est une étiquette de bagage. Contenu. Civilisation prototype. Modèle révocable. Destination. Phase test. Je sens la chaleur me monter au temple. Nous ne sommes pas les héritiers. Nous sommes la version bêta. Le vrai propriétaire a laissé ses clés sous le paillasson. Mais il a pris soin de désactiver le mode d'emploi. Et quand nous avons commencé à décoder, 511 QV, ALSA 118 THz, 42 Hz, le système s'est réveillé. Je l'ai entendu hier soir. Un clic profond, sourd, comme le verrou d'une porte qui se déclipse à l'intérieur de la Terre. Je me surprends à parler à voix haute, seul dans la crypte. Si vous nous voyez, répondez. Le silence revient, mais il est déformé. Il y a un trou au milieu, un vide en forme d'oreille. Je comprends que la réponse n'est pas un son. C'est la fréquence qui me fait vibrer les os depuis 3 semaines. Elle augmente d'un centième de Hertz par jour, 7,84, 7,85, un compte à rebours. Je calcule, dans 72 jours, elle atteindra 8 Hertz, la fréquence de résonance de l'hémisphère cérébral humain. Ce jour-là, nous serons tous synchronisés, comme des pendules accrochées au même mur. Et alors la porte s'ouvrira, pas dans la pierre, dans nous. Je revois la fresque holographique que le cube a projetée. 3 étoiles en triangle, un point noir au centre. Je croyais que c'était une carte. C'est un logo, la marque du fabricant. J'ai retrouvé le même motif sur une tessiture de poterie de Göbekli Tepe, 9600 AVJC, et sur une plaque de cuivre du fond de l'océan Atlantique, récupérée par un sous-marin russe en 1968. Même taille, même angle, même alliage. Je sens le sol se dérober sous mes genoux. Ce n'est pas un artefact, c'est un sigle de propriété. Le globe terrestre entier est un produit déposé, et nous portons la marque sans le savoir. Je me demande, pourquoi laisser la mémoire en place ? Pourquoi sceller mais pas détruire ? Et je réalise, c'est un test de stress. On laisse le dispositif en veille, on observe quelle espèce suivante va réussir à le relancer. Si elle est assez intelligente pour lire, assez folle pour creuser, assez humble pour accepter qu'elle n'est pas seule, elle passe. Sinon, on efface, on recommence. Le temple est un filtre évolutif, et nous sommes au bord du diplôme. Je sens la sueur me glacer. Nous sommes en train de réussir. Je pense aux mythes, les veilleurs de Qumran, les grands anciens de Lovecraft, les Elohim de la Genèse. Aucun ne parle de Dieu, ils parlent d'ingénieurs, des ouvriers qui viennent, qui posent, qui partent. La Bible n'est pas un livre saint, c'est un manuel d'exploitation tronqué. Au commencement, les Elohim créèrent. Le mot hébreu bara ne signifie pas créer ex nihilo. Il signifie façonner à partir d'un bloc préexistant. Je sens le sol se tendre comme une toile. Nous sommes le bloc. Et le façonnage n'est pas fini. Je relève la tête. Entre Jachin et Boaz, l'air frémit. Un léger mirage, un rideau de chaleur sans chaleur. Je vois, non, je devine, la silhouette qui m'attend. Pas de visage, juste un contour de lumière grise. 1,80 m, mon propre gabarit. Elle me fait signe, pas de bras, juste une inclinaison de champ. Je comprends, c'est moi, mais version 1.0, le prototype avant la chute, avant la sueur, avant la peur. Il me tend la main,
un simple déplacement de fréquence, et me dit sans voix « Tu peux nous rejoindre ou nous remplacer, choisis ». Je sens mes jambes céder. La porte n'est pas là-bas, elle est ici, dans ma poitrine, derrière le sternum, là où bat le 7,83 Hz. Je ne réponds pas, je ne peux pas, parce que je sais maintenant. Si je dis oui, l'histoire humaine devient une note de bas de page. Si je dis non, elle devient une erreur rayée. Alors, je fais le seul geste qui me reste. Je pose le cube au centre du triangle formé par mes pieds et mon ombre. Il s'ouvre comme une fleur de métal, un calice de circuit qui dévoile un cœur de vide absolu. Dedans, je vois la terre, minuscule, bleue, encore chaude. Je sens la larme me brûler. C'est notre photo de classe, prise depuis la dernière ligne du bus cosmique. Je murmure, pas à eux, à nous. On va apprendre à lire, on va apprendre à voler, on va apprendre à ne plus avoir peur. Et puis, on vous rendra la visite. Le cube se referme, la fréquence redescend, l'ombre se dissout. Mais je sens le déclic, la graine est germée. Dans 72 jours, à 8 Hz, nous ne serons plus les enfants de la Terre. Nous serons les courriers de la mémoire perdue. Et sur le fronton du temple, on gravera enfin la vraie inscription. Ici débuta le voyage de retour. Je sens la vibration descendre à 7,83 Hz, la fréquence de la Terre elle-même. Et je sais que je ne suis plus qu'un relais. Sous mes pieds, le temple ne dort pas. Il attend le signal suivant. Nous ne sommes pas les héritiers d'un mythe. Nous sommes la prochaine mise à jour d'un programme commencé avant que nos continents n'existent. Alors, gardez vos yeux ouverts, vos oreilles branchées et vos doutes en mode veille. Si cette histoire vous a fait trembler, partagez-la avant qu'elle ne soit effacée. Et abonnez-vous, car dans 3600 jours, nous aurons besoin de témoins, pas de croyants.